OK, alors bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'enregistrement de l'examen de automne 2021. OK, alors, question numéro 1. Alors, automne 2021, c'était les états financiers de Target. Alors, on vous donne les états financiers provenant de Edgar. Alors, Edgar, c'est le site du SEC aux États-Unis, alors edgar.com. Tous les états financiers sont en millions. Alors, tu as le rapport, le income statement pour 2020-2021. Tu avais le balance sheet, le bilan pour 2020-2021. Alors, quand on avait certains ratios, on avait besoin de prendre une moyenne. Alors, on va juste vraiment avoir besoin d'une colonne de ratio en total. Et le statement of cash flow pour 2021. D'autant plus, alors vu qu'en classe, les cours 8 et 9, on avait vu tous les ratios de Target, je prends pour acquis que les étudiants sont un peu familiers avec ce qui se passe avec Target. Maintenant, je vous ajoute ici que les actions en circulation, actuellement, il y a un peu plus que 500 millions d'actions en circulation. Et par contre, il y a une ligne ici, actions en circulation, dilution. Alors ça veut dire qu'il y a des actions ordinaires, tu en as 500,6 millions, mais par contre, il y a des situations où est-ce qu'il y a des actions qui pourraient être créées. Alors, elles ne sont pas actuellement créées, mais tu as une situation où est-ce que ça pourrait être le cas. Le prix de l'action au 30 janvier 2021, la fin de l'année, c'est la fin de janvier pour Target. La raison, c'est que tu ne peux pas faire ça le 31 décembre à cause de Noël. Ton balance sheet va être un peu weird, vu que l'inventaire va être weird. Donc, tu fais ça la fin d'année, c'est le 31 janvier. Un autre exemple de ça, c'est le Canadien de Montréal qui a la fin d'année au 1er juillet ou 30 juin. Tu ne peux pas faire un fin d'année au 31 décembre, tu es en plein milieu de la saison. Donc, la fin d'année, ce n'est pas nécessairement au 31 décembre. Pour le baseball, c'est le 31 décembre. OK, alors le prix de l'action est de 181,62. Donc, actuel, encore une fois, c'est toutes les actions ordinaires en circulation aujourd'hui. Et toutes les actions, il y a un potentiel d'environ un peu moins que 5 millions d'actions qui pourraient être créées. Si tu as des warrants, si tu as des titres convertibles, alors c'est des actions qui pourraient être créées, mais actuellement ne sont pas créées. Donc, question numéro 1. 1A. Sous quelles conditions est-ce que de la dette peut être classifiée comme des fonds propres? Alors, on a vu à la fin du cours 9. Alors, si la dette, elle est convertible, tu as une dette, normalement, la valeur nominale de toute obligation est de 1 000 $. Mais une dette qui est convertible, ça voudrait dire qu'à n'importe quel moment, tu peux le convertir en un certain nombre d'actions. Alors, un bon exemple de ça, ce serait imaginer que tu avais une dette convertible émise à Netflix dans l'année 2000. C'était une dette qui était bonne pour 25 ans. Alors, la valeur, normalement, Netflix, elle emprunterait à du 6 %. Mais vu que c'est une dette convertible, elle emprunte à du 4 %. Par contre, en tout temps, ce 1 000 $ de valeur nominale, cette obligation peut être convertie en 10 actions. Donc, pendant 25 ans, Netflix va payer 40 $ sur l'obligation et après 25 ans, elle va rembourser 1 000 $. Au lieu de payer 60 $ par année et 1 000 $ après 25 ans. Par contre, si le prix de l'action de Netflix est en haut de 100 $, en date d'enregistrement, tu es aux alentours de 350. Même si on ne convertit pas l'action l'obligation en action. Alors, si on a l'obligation aujourd'hui, on peut le convertir en 10 actions qui valent chacun 350 $. Donc, l'obligation devrait valoir 3 500 $. Même si l'action n'a pas été convertie en action, on détient quand même l'obligation. On a tout le temps l'option de le convertir en action. Malgré ça, on va traiter ça comme des fonds propres. Alors, la dette, elle est convertible. Et si aujourd'hui, la valeur de conversion ferait en sorte que ça vaudrait plus que le 1 000 $ de valeur nominale, là, on doit le classifier comme des fonds propres. Donc, aujourd'hui, Netflix est à 350 fois 10 actions. Donc, l'obligation, elle vaut 3 500. Même si elle n'est pas convertie, on va traiter ça comme des fonds propres. Hein? OK, alors, question suivante, 1B. Target ne possède aucune action privilégiée et aucun warrant, bon de souscription.
Quelle information vous suggère que le rendement des fonds propres, le rendement, le ROE, est différent du rendement des actionnaires ordinaires? Donc, en plus, il n'y a aucun minority interest. Donc, la question A, je vous demande comment est-ce qu'on peut convertir de la dette en fonds propres. Alors, c'est si tu as des obligations qui sont convertibles. OK, alors aujourd'hui, même si on n'a pas converti, il va y avoir un effet de dilution. Donc, aujourd'hui, on a 500 millions d'actions, mais il y a quelque chose qui pourrait faire qu'il y a des actions qui vont être créées. Alors, la question A vous envoyait vers la question B. Donc, tu as, un effet de dilution. Un effet de dilution, c'est si tu as des warrants, si tu as des titres qui sont convertibles ou si tu as du minority interest. La compagnie, elle n'a pas de minority interest et elle n'a pas de warrants. Vous voyez ça dans les états financiers. Mais par contre, la question A vous dit, écoute, comment est-ce qu'on peut classifier? Je vous poussais vers la bonne question. Donc, il y a un effet de dilution. Il se peut que, c'est fort probable, c'est quasiment, non, c'est certain que Target, la seule option, c'est qu'elle a des titres convertibles. OK. Alors, le ROE, c'est le bénéfice net à tous les actionnaires, divisé par le fonds propre de tous les actionnaires. Le rendement des common shares, le return on common equity, alors, c'est le bénéfice net, on soustrait tous les actionnaires qui ne sont pas des actionnaires ordinaires. Donc, tu as les preferred. Alors, tu as des warrants, mais je vous dis dans la question qu'il n'y a pas de preferred, il n'y a pas de warrants. Mais c'est n'importe quoi qui peut être converti en action suivante à cause de l'effet de dilution. Et le dénominateur, c'est la même chose. Tu prends tous les fonds propres, mais tu soustrais tous les actionnaires qui ne sont pas des actionnaires ordinaires. Encore une fois, des preferred, encore une fois, la valeur des warrants, mais il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui reste? C'est les preferred shares. OK, donc, problème numéro 2. Alors, effectuer un calcul détaillé du risque total de Target en 2020 et en 2021. Alors, quand vous faites le calcul, alors le risque total, le coefficient de levier total, c'est quand vous avez des questions comme ça. Alors, si vous le faites avec Excel, vous allez avoir le ratio, mais des fois, il y a des choses dans le ratio qui vous poussent vers la bonne réponse. Donc, le coefficient de levier total, c'est le coefficient de levier opérationnel fois le coefficient de levier financier. Donc, si vous faites le ratio pour 2021 et si vous faites le ratio pour 2020, alors pour faire le coefficient de levier financier, vous devez calculer les taxes pour l'année. Alors, vous allez prendre les taxes effectives. Alors, vous allez prendre les taxes effectives pour calculer le coefficient de levier financier. Alors, si vous faites juste plugger les chiffres et vous arrivez au ratio, vous allez avoir la question A. Mais il y avait quelque chose dans ce ratio et vous pouvez voir, alors le ratio est assez élevé pour 2020 et aussi pour 2021 comparé à 2012. Pourquoi est-ce que ce ratio est élevé? Mais quand vous calculez le ratio en 2020 et 2021, vous voyez que c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. Les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. Alors, on a vu en classe que Target, elle n'a pas beaucoup de croissance. Alors, si vous vous souvenez en classe que c'était un ratio qui c'était des taux de croissance internes, c'était en dessous, c'était 0,72 et soutenable, c'était 2 Target, ce n'est pas une compagnie, on ne va pas ouvrir des nouveaux targets. Par contre, quand vous faites ce calcul, prenez 2 secondes pour voir si vos chiffres ont de l'allure. Vous comparez d'une année à l'autre. Vous passez de 78 milliards en vente à 93 milliards en vente. Maintenant, un bon comptable va remarquer ça. Pourquoi? C'est quoi l'histoire que les états financiers sont en train de raconter? C'est que Target, c'est une des compagnies qui est en pleine croissance. Alors, on a un taux de croissance, on augmente de 15 milliards de 2020 à 2021. C'est une croissance d'environ un peu moins que 20, environ 19 Et c'est ça que je voulais que vous remarquiez. D'autant plus, quand vous calculez le coefficient de levier financier, alors le ratio, il ne bouge pas beaucoup. Alors, il n'y a pas grand-chose ici. Alors, c'est principalement sur le ratio opérationnel, pourquoi que le risque a augmenté. Mais quand vous calculez le ratio financier, vous allez quand même remarquer que le niveau de taxe a chuté. Et ça, c'est la coupure de taxe de 2019. Alors, c'était une des questions. Alors, par la suite,
Alors, question suivante. Donnez une raison qui justifie la hausse temporaire du risque en 2020. Alors, le taux de croissance de 2021 était de 20 %. Le taux de croissance soutenable était de 20 % versus 2 % en 2012. Pourquoi? C'était toutes les ventes en ligne. Maintenant, vous n'avez pas besoin de dire que les ventes en ligne sont là, mais il y avait une croissance phénoménale de 2019 à aujourd'hui pour Target. Pour Walmart, Costco et Target, si vous prenez leurs états financiers, vous allez voir une croissance énorme qui est arrivée. Alors, avec ceci, alors beaucoup de croissance, ça augmente aussi le risque. Alors, si vous m'auriez mentionné que le taux de croissance soutenable était de 20 % ou tout simplement la croissance phénoménale des ventes de 2020 à 2021, vous avez vos points. Juste pour vous mentionner, en 2020, Target était considéré, pour l'année 2020, Target était considéré la compagnie de l'année ou l'action de l'année. Alors, j'ai quand même accepté certaines personnes qui auraient mentionné COVID, mais même à ça, vous auriez vu plus ça dans les états financiers de 2021 et un peu moins en 2020. Alors, quel événement politique semble s'être reproduit entre 2012 et 2021? Encore une fois, quand vous faites les calculs, vous voyez que le taux d'imposition est de 33 %. Alors, pour une compagnie comme Target, je veux dire, alors, les crédits d'impôt, une compagnie va essayer d'avoir tous les crédits d'impôt possibles. Mais d'une année à l'autre, le taux d'imposition ne devrait pas vraiment bouger. Il part de 33 % à 21 et à 21. Donc, pourquoi? Il y avait une coupure de taxes qui s'est produite en 2018 aux États-Unis. Alors, question numéro 3. Effectuez un calcul détaillé du cycle de conversion de l'encaisse de Target pour 2021. Alors, quand on vous pose de faire un calcul détaillé, faites la ventilation. Alors, souvent, je vais vous dire, effectuez un calcul du modèle de Dupont. Faites la ventilation de tous les états, de tous les comptes. Alors, j'ai déjà eu des examens où est-ce que je demandais de faire le calcul du ratio de Dupont et j'ai tout simplement quelqu'un qui a fait net income sur fonds propres et s'attendait à avoir tous ces points. Alors, effectuer un calcul détaillé, ça veut dire décomposer chacun des étapes. Alors, ici, par contre, il n'y avait aucun des comptes qui changeait beaucoup d'une période à l'autre. Par contre, il y en avait un qui était clair, c'est qu'il n'y avait plus de comptes à recevoir qui se faisaient payer. Alors, il n'y avait aucun compte à payer. Alors, on avait remarqué quand on avait fait le cours en 2012 que les comptes à recevoir, je veux dire, étaient à la baisse. On se posait la question en 2012 et ça a l'air qu'aujourd'hui, Target n'a plus de compte à recevoir. Pourquoi? On ne peut pas conclure une réponse juste à partir des états financiers. Par contre, un comptable devrait voir que les comptes à recevoir ont disparu. Donc, première question, ça va tout le temps être de calculer le ratio. Et la deuxième question va généralement être quelle décision exécutive semble avoir eu lieu entre 2012 et 2021? On a éliminé les ventes à crédit, il n'y a plus de compte à recevoir. Maintenant, si en plus d'avoir les données annuelles de Target, on a les données trimestrielles, comment devrions-nous modifier notre calcul en A et pourquoi? Alors, quand on fait notre calcul, pour la rotation, on a tendance à prendre un inventaire moyen. Alors, si on a des données annuelles, on prend le début de l'année et on prend la fin de l'année. Et la fin de cette année, on a les données. Le début de l'année, c'est tout simplement la fin de l'année passée. Donc, on va prendre une moyenne entre les deux. Parce que généralement, une compagnie est en croissance. Ils vont croître pendant l'année. On va prendre le point milieu. Mais il y a aussi du bruit. Alors, si on prenait l'inventaire à Noël, vous allez voir que ça va être schizophrène. Alors, quand on prend une moyenne, c'est tout simplement pour enlever le bruit des fluctuations qui pourraient juste être saisonniers. Donc, si j'ai des données trimestrielles, ça veut dire que j'ai la fin de l'année de cette année, j'ai la fin de l'année passée, et j'ai 3 trimestres additionnels pendant l'année. Donc, je vais prendre les comptes sur toute l'année. Je vais faire la somme de chacun, début d'année, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Donc, 5 données. Je vais faire la somme et je vais diviser par 5. Pourquoi? Ça va enlever encore davantage le bruit si tout simplement, pour une raison ou d'une autre, au 31 janvier d'une certaine année, il y avait un inventaire qui était supplémentaire ou un compte à payer farfelu qui aurait disparu le lendemain. Si tu as des données sur 5 périodes, tous les cas exceptionnels, ils vont être lissés.
Alors, pour des chiffres comme les actifs puis les ventes, on va prendre les données annuelles, on ne va pas faire une moyenne. Pourquoi? Pour les ventes, on a le chiffre exact, mais pour les actifs, pour une compagnie, même si c'est une compagnie qui est en croissance, tu ne vas pas avoir une croissance énorme d'une période à l'autre. Mais pour l'inventaire, ces chiffres peuvent bouger beaucoup. Donc, si tu veux avoir un ratio qui est relativement stable, tu dois avoir un dénominateur, donc l'inventaire, les comptes à payer ou les comptes à recevoir moyens qui sont relativement stables. Si jamais tu as une période où est-ce que les données sont énormes ou très petites, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas avoir un ratio qui va être énorme ou très petit. Donc, c'est tout simplement pour enlever le bruit. Alors, les actifs courants et les passifs courants ont tendance à bouger d'une période à l'autre, tandis que la dette à long terme, les actifs, les fonds propres à long terme ont tendance à ne pas bouger autant. Donc, pas nécessaire de prendre une moyenne. Question numéro 4. Calculer le court-bénéfice de Target en 2021. Donc, le prix de l'action, 181,62. Les earnings per share, vous devez prendre le bénéfice net de la compagnie et diviser par le nombre d'actions ordinaires. L'erreur la plus commune que j'ai. Alors, pour 2021, c'est un earnings per share de 8,73. L'erreur la plus commune que j'ai, je vais avoir une réponse de 0,00873. N'oubliez pas, tous les états financiers du bilan et du rapport sont en milliers ou même en millions. Donc, si vous avez un earnings per share qui est plus petit qu'une scène, c'est parce que vous avez oublié que le nombre d'actions en circulation vous donnait le chiffre exact, mais vous avez pris un chiffre du bilan ou du rapport qui était en milliers. Donc, n'oubliez pas de faire l'ajustement. Alors, vous pouvez voir que c'est une compagnie qui a eu un peu de croissance depuis 2012. Et le court-bénéfice, on prend le prix de l'action et on divise par les earnings per share qui nous donne le price to earnings de 20,81. Donc, un earnings per share de 14, c'est historiquement la norme. Pour une compagnie comme Target, alors c'est une compagnie qui est mature, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de croissance en 2012, un court-bénéfice de 20 serait élevé. Par contre, en 2012, le court-bénéfice était de 12,95. Pourquoi? C'était une compagnie qui était plus ou moins justement bien évaluée. Alors, si en 2012, le court-bénéfice était de 20, on pourrait dire que Target est une compagnie qui est surévaluée. Par contre, en 2021, le court-bénéfice est de 20,81. Et si vous revenez à la question numéro 1, vous avez remarqué, question numéro 2, je veux dire, encore une fois, c'est la croissance phénoménale. Alors, quand vous regardez les états financiers, je vous pousse vers la bonne réponse. Alors, il y avait une croissance phénoménale de 2020 à 2021 à cause que Target va en ligne. Alors, à cause de la pandémie, il y avait beaucoup d'achats qui se faisaient en ligne. Et ça, c'est reflété dans les états financiers. Donc, j'acceptais si vous prenez le nombre d'actions en dilution avec un court-bénéfice de 21,01, j'accepte entièrement cette réponse. Donc, pourquoi est-ce que le court-bénéfice est élevé de Target? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui justifierait un court-bénéfice élevé de Target? Bien, ça revient encore une fois, c'est une compagnie qui est en croissance. Alors, si tu as une compagnie qui a une croissance de 20 le prix de l'action aujourd'hui de 181, il reflète les attentes des actionnaires. Alors, les actionnaires s'attendent à une croissance des earnings per share. Aujourd'hui, les earnings per share sont de 8,73, mais les actionnaires pensent que ça va augmenter à cause de la croissance. Donc, le prix de l'action reflète les attentes des actionnaires, mais le earnings per share, c'est le bénéfice net par action ordinaire net d'aujourd'hui. Alors, ça ne reflète pas tout le potentiel à la hausse future. Ça, c'est déjà reflété dans le prix. Alors, qu'est-ce qui justifie un court-bénéfice plus grand que 14? Mais encore une fois, c'est une compagnie qui est en croissance. Alors, en 2020, l'action de l'année, c'était Target. Elle avait battu Zoom, qui était l'autre action, qui était la médaille d'argent, la meilleure compagnie pour l'année. Question suivante. Problème numéro 5. Alors, on vous donne des informations suivantes sur la compagnie Carnival. Alors, pendant cette session, j'avais des actions et des options sur Carnival. J'ai mis ça dans l'examen. Alors, si j'ai parlé de certaines options pendant la session, probablement, ça va être votre question sur les options à l'examen final. Alors, au 15 septembre 2021, le prix de l'action de Carnival était de 23,17.
Le prix du call était de 5,62 et le strike était de 22,50. Ça vous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter une action de Carnival pour 22,50 au prix de 23,17. Donc, le prix de ce call coûte 5,62. Alors, à cette session, j'ai acheté 1000 calls à 5,62 US qui me donne le droit, entre aujourd'hui et l'échéance, le 20 janvier 2023, l'opportunité d'acheter 1000 actions pour 22,50 à n'importe quel moment. Cette option coûte 5,62. Donc, si le 20 janvier 2023, le prix de l'action est à 50 $, j'ai le droit d'acheter 1000 actions qui valent 50 $ pour 22,50. Donc, ça voudrait dire que l'option expirait avec une valeur de 27,50. Maintenant, alors, en date de l'examen final de cette session, le prix de l'action avait chuté de 23,17 à 18,13 et le prix du call avait chuté de 5,62 à 2,71. Le strike est demeuré le même, 22,50, et l'échéance, elle est demeurée la même. Par contre, il reste maintenant 2 mois de moins. Donc, il y a 2 mois de moins que l'option aurait l'opportunité de prendre de la valeur. Le taux sans risque est de 3 %. Première question, calculer le prix sans arbitrage d'un put au 29 novembre 2021. Donc, on a les données du call avec les mêmes caractéristiques. Donc, la parité put-call dit que acheter un put et acheter une action, un put protectif, est égal à acheter un call fiduciaire. Donc, acheter un call et acheter une obligation avec une valeur nominale de K. Donc, un put est égal à un call plus une obligation moins une action. Donc, un call coûte 2,71. La valeur de l'obligation, c'est le strike divisé par les 14 mois qui restent, soustrait le prix de l'action qui est de 18,13. Donc, un put, dans un monde sans arbitrage, coûterait 6,32. Si le prix du put du marché coûte 2 cents du plus que la réponse en A. Alors, quand j'ai posé cette question, c'est que si jamais vous trouvez une erreur, la question B, vous pouvez la remplir en entier. Donc, s'il y a un put sur le marché qui est à 2 cents du put du prix sans arbitrage, ça veut dire qu'un profit de 2 cents a été effectué. On va vendre le plus cher et on va acheter le moins cher. Donc, nous, on est capable de créer un put pour 6,32. S'il y a un put sur le marché qui se vend pour 6,34, il y a 2 cents de profit d'arbitrage a été effectué. On va vendre celui à 6,34, le put réel, et on va créer nous-mêmes un put pour 6,32. On a 2 cents de profit d'arbitrage au temps T est égal à 0. Alors, au temps 0, on a acheté et on a vendu un put, on a fait 2 cents. Et à échéance, quoi qu'il arrive, le cash flow net va être nul. Donc, on va shorter ou on va vendre le put qui coûte plus cher, le put réel à 6,34 et on va acheter nous-mêmes un put synthétique à 6,32. Donc, on va acheter le call, on va acheter l'obligation et on va shorter l'action. Donc, on short le put à 6,34, on achète le call à 2,71, on achète l'obligation pour la valeur actuelle de 22,50. Et on short l'action à 18,13, donc on reçoit 18,13. Et donc, on va faire notre profit de 2 cents. Maintenant, question qui arrive souvent à un examen, si j'utilise 14 mois ou si j'utilise le nombre de semaines, j'avais des étudiants qui ont calculé le nombre de jours exacts et ont utilisé ça. Leur réponse arrivait à 1 ou 2 cents. Je pense que leur réponse arrivait à la même réponse. Écoutez, si votre démarche est bonne, votre démarche est bonne. Alors, moi, j'ai marqué 14 mois tout simplement ici pour réduire. J'ai des étudiants qui ont compté le nombre de jours entre cette date et cette date, divisé par 365, ça revenait à la même chose. Écoutez, c'est une bonne démarche. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quelle est la principale raison pourquoi nous personnellement, en réalité, on ne peut pas faire cette stratégie? Bien, il y a 2 raisons. Un, il y a des coûts de transaction. À chaque fois qu'on achète et on short quelque chose, on doit payer des frais. Supposons qu'à chaque fois qu'on achète ou on vend quelque chose, ça nous coûte 1 cent. Donc, shorter le put, 1 cent, long le call, 1 cent, long le call, 1 cent, short l'action, 1 cent, ça nous coûte 4 cents de coûts de transaction. On n'est pas capable de faire un profit d'arbitrage en conséquence.
Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que s'il y avait, les marchés étaient inefficaces et le profit d'arbitrage existait, il y aurait du monde plus intelligent que nous, donc des algorithmes informatiques. Alors, toutes les grosses banques d'investissement ont des algorithmes qui se promènent à travers les marchés financiers, essaient de faire exactement cette stratégie. Alors, nous, dans cette situation-là, on pourrait faire ça avec un put, un call, une obligation, une action pour faire un profit de 2 cents. Mais la réalité, c'est que ces instituts financiers vont acheter des milliards de dollars pour faire des gains de quelques cents d'arbitrage. Ils vont acheter et vendre des milliers, des milliards, des millions, ou même des milliards de dollars pour faire quelques piastres de profit d'arbitrage. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu es tout le temps en train de shorter le put, le prix du put va baisser. Si tu es tout le temps en train d'acheter le call, le prix du call va augmenter. Si tu es tout le temps en train d'acheter l'obligation, le prix va augmenter. Même chose, si tu shortes l'action, le prix de l'action va shorter. Alors, si le prix du call augmente de 2 cents, ton profit d'arbitrage disparaît. Si tu es tout le temps en train de shorter le put, puis le prix du put tombe de 1 cent, puis le call augmente de 1 cent, ton profit d'arbitrage va disparaître. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les marchés vont redevenir efficaces parce que les gros joueurs vont faire des transactions pour exploiter cette stratégie tant que cette stratégie existe et éventuellement, ils vont tout simplement épuiser la stratégie. Alors, éventuellement, les marchés vont redevenir ce qu'on appelle efficaces et le profit d'arbitrage va être éliminé. Question D. Si à échéance, le prix de l'action est de 30 $, que sont les cash flows selon la réponse en B? Alors, au tout début, tu as été short un put et tu as été long un put. Donc, à l'échéance, ton cash flow net devrait être de 0, quoi qu'il arrive au prix de l'action. Donc, si tu as shorté un put à un prix de 22,50, ça veut dire que tu peux vendre quelque chose qui vaut 30 $ pour 22,50 si ça te tente. Mais ça ne va pas te tenter. Alors, ton put va expirer sans aucune valeur. Si tu as acheté un call avec un strike de 22,50, on va te payer 7,50. Tu vas exercer le call, tu vas acheter l'action pour 22,50, tu vas la vendre pour 30 $, profit de 7,50. Ton obligation que tu as achetée, elle va te payer 22,50 la valeur nominale. Et tu as short l'action, tu dois la racheter pour le prix d'aujourd'hui qui est de 30 $. Donc, ton cash flow net va être nul. OK. Alors, si le prix de l'action au 1er janvier 2022 est de 23,17, donc, si on revient ici, est de 23,17. Alors, au 1er janvier 2022, alors quelques mois plus tard, à cette date, le prix de l'action était de 23,17. Le call vaut 5,62. Si le 1er janvier 2022, le prix de l'action est revenu à 23,17, alors il chutait à 18,13, il est redevenu 23,17, que devrait être le prix du call? Donc, j'ai mentionné que j'assume que la volatilité va demeurer inchangée. Donc, la valeur intrinsèque du call, alors le prix de l'action est de 23,17 et le strike est de 22,50. Donc, la valeur intrinsèque du call est de 67 cents. Quoi qu'il arrive, le prix du call doit au moins être de 67 cents. Alors, la valeur temporelle à l'origine, au mois de septembre, était de 4,95. Par contre, il y a 4 mois qui se sont passés entre-temps. La valeur temporelle ne peut pas être plus grande que 4,95. Il reste 4 mois de moins. C'est possible en réalité, mais il faut que la volatilité, elle change et c'est pour ça que j'ai ajouté que la volatilité demeure inchangée. Donc, la valeur intrinsèque, si le prix de l'action chute et rebondit à son prix de départ, la valeur intrinsèque va être de 67 cents. Et la durée de l'option, elle est réduite maintenant de 3 ou 4 mois. Donc, la valeur temporelle ne peut pas être peut pas être plus grande que 4,95. Donc, la valeur intrinsèque, elle est de 67 cents. Alors, le call ne peut pas valoir moins que 67 cents parce qu'il y aurait des gros joueurs qui l'auraient découvert, auraient exploité la stratégie. Et elle ne devrait pas être plus que 5,62 qui était le prix de l'option au tout début. Question numéro 6. On vous donne les informations suivantes sur une obligation courante d'une durée de 10 ans. Donc, l'obligation aujourd'hui, elle a une valeur nominale de 1 000 $. Elle a 10 paiements. Elle a des coupons annuels de 32,50 $. Aujourd'hui, l'obligation coûte 864,87 $. Alors, le prix de l'obligation.
Present value, 864. Future value, 1000 $. N est égal à 10. Taux de coupon, c'est 3,25 de 1000 $. 32,50 c'est le coupon annuel. Si vous faites compute taux d'intérêt, ça va vous donner du 5 %. Un forward existe de 3 ans sur cette obligation. Alors, dans 3 ans, il va rester 7 années à cette obligation. Quel est le prix sans arbitrage du forward? Alors, il y a deux façons que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre 864 fois 1,05 à la puissance 3, moins la valeur future des 3 coupons qui vont être versés. Ou ben donc, vous allez prendre au temps t est égal à 3, la valeur actuelle des 7 coupons qui restent et la valeur actuelle de la valeur nominale. Donc, le prix de l'obligation dans 3 ans, ça va être la valeur actuelle des 7 coupons qui restent, plus la valeur actuelle du 1000 $ dans 7 ans. Donc, le prix du forward devrait être de 898,74. Probablement la façon la plus facile de le faire, mais cette même question peut être posée avec une action avec des dividendes. À ce moment-là, vous devez utiliser la deuxième méthode. Donc, vous prenez le 864,87 et vous l'actualisez pendant 3 ans et vous soustrayez la valeur future des 3 coupons. Il va y avoir un coupon annuel qui va être versé l'année prochaine. On va ajouter 2 années d'intérêt parce qu'on veut le calcul au temps t est égal à 3. Il y a un coupon payé au temps t est égal à 2 de 32,50. Donc, on va l'actualiser d'une période pour ramener ça au temps t est égal à 3. Et tu as un troisième paiement au temps t est égal à 3, pas besoin de l'actualiser, qui nous donne exactement la même réponse, 898,74. Les deux, il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Faites la façon qui fonctionne pour vous. Donc, s'il y a un forward qui existe, il devrait être à 898,74. S'il y a un forward qui existe à un prix différent de 898,74, on va vendre le plus cher, on va acheter le moins cher et on va faire une stratégie d'arbitrage. La différence entre les deux, ça va être notre profit d'arbitrage. Donc, si le prix du forward est de 875, comment pouvez-vous effectuer une stratégie d'arbitrage? Donc, il y a 23,74 sous de profit d'arbitrage à être effectué. Comment est-ce qu'on va le faire? Tu as quelque chose que dans 3 ans devrait valoir 898,74. Nous, on peut soit l'acheter ou le vendre pour 875. On voudrait être acheteur. Donc, dans 3 ans, on va acheter l'obligation avec le forward. On va être long un forward 3 ans sur l'obligation. Ça veut dire que dans 3 ans, aujourd'hui, on s'engage à acheter l'obligation pour 875 $, sachant qu'il devrait valoir 898,74. Donc, si je l'achète dans 3 ans, je vais le shorter aujourd'hui à t est égal à 0 et je vais recevoir 864,87 $, qui va être placé à du 5 %. Par contre, je suis short l'obligation, je suis responsable des 3 coupons de 32,50. Donc, quels sont les cash flows à échéance? Je suis short l'obligation, alors je vais avoir 3 obligations à payer de 32,50. Le premier au temps t est égal à 1, le deuxième au temps t est égal à 2 et le troisième au temps t est égal à 3. La valeur à échéance, c'est au temps t est égal à 1, je vais l'actualiser avec 2 périodes d'intérêt. Celui au temps t est égal à 2, je l'actualise avec une période d'intérêt. Et celui au temps t est égal à 3, je l'actualise avec aucune période d'intérêt. On est au temps t est égal à 3. Donc, j'ai shorté l'obligation à 874 $ et je l'ai placé à du 5 % pendant 3 ans. Donc, ce placement va valoir 1101,20. Alors, si je fais la somme de tous ces cash flows ici, la somme des 4 premiers cash flows va être égale à ma valeur de 898,74. Par contre, je rachète l'obligation selon le contrat à 875, ce qui fait en sorte que, alors je l'ai shorté au temps 0, je le rachète au temps t est égal à 3 et je rembourse l'obligation. Et en conséquence, j'ai un profit d'arbitrage de 23,74. Le profit d'arbitrage, c'est tout simplement, c'est la partie qui est facile. Alors,
Quand vous avez n'importe quel contrat que vous avez, vous prenez le prix sans arbitrage et vous soustrayez le prix du contrat, ici 875, et ça vous donne votre profit d'arbitrage. Si jamais vous faites une erreur à la question A, je vais suivre l'erreur. Si vous avez la réponse en A, moins 875, et vous avez le bon chiffre, je vais vous donner vos points. Question D. Question 7. OK, question 7. Écoute, je vais l'enregistrer. OK, alors le taux de change entre le dollar US et le yen japonais, c'est 113,63. 1 dollar US donne 113 yens. C'est la cote directe du dollar. 1 dollar vaut 113. Cote indirecte du yen, 1 yen vaut 113,63. Cote directe du yen, 1 divisé par 113. Cote indirecte du dollar, 1 divisé par 113. Un forward de 4 ans existe au prix de 101,08 si le taux d'inflation au Japon est de 1 que doit être le taux d'inflation aux États-Unis. Alors ici, si le forward existe et les marchés sont efficaces, ça voudrait dire que le prix du forward reflète l'inflation. Si on a 1 d'inflation au Japon et 5 d'inflation aux États-Unis, le dollar US devrait déprécier de 4 par année. Donc, si le taux d'inflation aux États-Unis est de 5 et 1 au Japon, le 113 devrait déprécier de 4 la prochaine année et chacune des années subséquentes. Donc, 113,63 multiplié par 1 fois le taux d'inflation au Japon divisé par 1 fois le taux d'inflation aux États-Unis à la puissance 4 nous donne notre taux du contrat de 101,08. Alors, il y a plus d'inflation aux États-Unis parce qu'un dollar US vaut moins dans 4 ans qu'il vaut aujourd'hui. Donc, le taux d'inflation américain est plus élevé. Donc, si on isole, ça nous donne un taux d'inflation qui est de 4 Question B. Oh, c'est juste la question 8. Alors, OK. Alors, question 8. Le taux de change entre l'euro et le pound british est de 0,8478, code direct de l'euro. 1 euro vaut 0,8478 pound british. Le taux d'intérêt de 6 en Grande-Bretagne est de 4 dans la zone euro. Donc, la théorie nous dit que tous les taux d'intérêt au niveau mondial sont pareils. Par contre, la différence des taux d'intérêt nationaux, c'est l'inflation. Ça veut dire qu'il y a 2 de plus d'inflation en Grande-Bretagne que dans la zone de l'euro. Un forward de 2 ans existe au prix de 0,860. Quel est le prix sans arbitrage du forward? Donc, aujourd'hui, le taux de change, c'est 0,8478. Ça veut dire que 1 euro aujourd'hui te donne 0,8478 pound british. Mais s'il y a plus d'inflation en Angleterre, l'euro va prendre de la valeur et le pound british va perdre de la valeur. Donc, 0,8478 va croître il va avoir 2 d'inflation pendant 2 périodes, donc il va croître de 2 Si vous faites la formule directe, ça fonctionne. Vous pouvez tout simplement prendre la différence entre les deux, le 2 Donc, l'euro devait apprécier de 2 par année et le pound british va déprécier de 2 Les deux réponses sont acceptables. Comment pouvez-vous effectuer une stratégie d'arbitrage à t est égal à 0 sur un montant notionnel de 1 million d'euros? Bien, on va tout simplement, une stratégie d'arbitrage. Alors, on prend notre contrat. On a le prix sans arbitrage de 0,88. Alors, 1 euro devrait coûter 0,88 et on peut l'avoir pour 0,86. Donc, on veut être long le contrat à 0,86 et ça veut dire qu'on va acheter l'euro dans 2 ans pour 0,86. Donc, on va vendre aujourd'hui 1 million d'euros. On va shorter 1 million d'euros à 4 On va le convertir en pound british et on va le placer à du 6 Quels sont les cash flows à échéance? Alors, notre placement en pound british de 847 000 de pound british va accumuler du 6 Il va valoir 952 588 pounds british. On va le convertir en euros selon notre contrat au prix du contrat de 0,86. Et on va être capable de rembourser notre prêt de 1 million d'euros à du 4 pour 1 81 600 $. La différence entre les deux, c'est notre profit d'arbitrage.